On se retrouve pour ce dernier mardi de l'AFO du Club de la Presse avec Jérôme Leroy, qui est un habitué puisque nous nous sommes déjà vus, presque un habitué. Ben oui, pourquoi? Parce que nous nous sommes déjà vus pour ce qui était déjà un ancêtre des mardis de l'AFO, parce que ce n'est pas le mardi, ça s'appelait les rendez-vous de l'AFO. Nous avions déjà parlé du bloc, de la monnaie bleue, de Norland, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis Gérard Ostreff nous a fait l'amitié de nous rejoindre également, puisque nous allons parler dans un instant, tout de suite maintenant, des intellectuels et du rôle des intellectuels aujourd'hui, avec Jamila, des Mardis de l'AFO également. Alors, ça veut dire quoi être intellectuel aujourd'hui? Il y a beaucoup de livres sur cette table. Ce sont des livres qui sont écrits par des écrivains, bien sûr. Sont-ils intellectuels? Ne le sont-ils pas? Nous allons tout à l'heure vous poser la question à vous-même, parce que parfois les réponses sont étonnantes. Et puis, question provocatrice, à quoi ça sert un intellectuel? À changer le monde? Eh bien, pour le philosophe Bauman, Zygmunt Bauman, les intellectuels auraient renoncé à changer le monde. Alors, où sont nos Voltaire, Zola, Malraux, Sartre, Barthes, Foucault, Camus, Bourdieu? J'en oublie plein. Nous allons voir tout à l'heure qu'il y a des intellectuels, il y a des gens qui réfléchissent à notre société. Tout est de savoir comment ils le font. Dans la revue du projet Gérard Ostreff, il y a quelques mois, c'était l'an dernier, vous avez publié un article intitulé « L'intellectuel, le clown et l'expert » et vous vous y interrogiez sur le silence des intellectuels, ou en tout cas sur le prétendu silence, parce que c'est une parole qui revient très souvent. Vous parliez même de marronnier en tant que journaliste, vous êtes journaliste et écrivain. Les intellectuels ne diraient rien, feraient silence, et je disais tout à l'heure, ils sont renoncés à changer le monde d'après certains d'entre eux. Alors précisément, vous allez nous parler de leur rôle et sur ce qu'ils représentent aujourd'hui. Je disais, vous écrivez pour la revue du projet, c'est la revue du PCF, c'est à Paris. Vous êtes écrivain, vous écrivez des polars ou plutôt des romans noirs, il faut plutôt dire des romans noirs. Entre autres, je cite La guerre des croutons, Les yeux de Lénine, Le putsch, Le trésor de Staline, Les marques du fouet, Le bouclier de Gergovie. Et puis nous avons lu Entourloupine. Voilà, Entourloupine, c'est ce livre de Gérard Ostreff qui est sorti il y a un an, à peu près, c'est ça, c'était en 2013. Un polar également, signé à la fois par vous-même et par Matteo Montesinos. Vous nous direz tout à l'heure qui est ce Matteo Montesinos, parce que c'est aussi un personnage central, un des deux personnages centraux de ce roman. Le bloc, nous en avions parlé l'année passée, effectivement, avec Jérôme Leroy, mais ce sera peut-être utile d'en reparler. Norland, monnaie bleue. Pourquoi? Parce que moi, j'ai trouvé alors, ça n'a rien à voir, et pourtant, j'ai trouvé des rapports de cousinage assez étonnants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sur le livre, sur l'intrigue, et surtout sur ce que vous voulez dire. Ça n'est pas une soirée littéraire. Nous n'allons pas parler des romans en tant que tels, mais encore une fois, de la manière dont vous abordez les grands thèmes de société, les grands thèmes de ce monde à travers vos romans respectifs. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Jamila a sans doute plein de questions à vous poser, puisque, entre autres bouquins, juste une dernière chose, nous avons aussi parcouru les bouquins de Pascal Boniface. Le premier, bien sûr, les intellectuels faussaires, dont il dit que d'ailleurs le mot intellectuel est de trop, ça n'engage que lui, et il a publié ensuite les intellectuels intègres. Voilà, nous avons une quinzaine de portraits et d'interviews d'intellectuels, d'écrivains que l'on connaît bien aujourd'hui. Stéphane Hessel, Jean Bobéro, Esther Benbassa, je ne vais pas tous les citer. Ça va quasiment de H à Z, je dirais, puisque ça se termine par Volton et Ziegler. Pascal Boniface a écrit un bouquin de 15 interviews d'un intellectuel. La première question qu'il pose dans l'interview, qu'est-ce que c'est un intellectuel? La plupart répondent on n'est pas intellectuel. Je dirais d'abord que c'est un débat purement franco-français, c'est-à-dire que ce genre de questions ne se poserait pas en Allemagne, en Angleterre, en Amérique. Évidemment, il y a des gens qui ont un peu ce profil-là,
Mais dans la tradition française, je ne sais pas si Jérôme sera d'accord, mais l'intellectuel, c'est pas seulement celui qui pense ou celui qui fait travailler sa raison, c'est celui qui pense et qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Donc qui intervient dans des affaires publiques, dans des affaires de société. Autrement dit, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui s'engage. Si un savant n'est pas dans la définition française, évidemment, ce sont tous des intellectuels dans le sens où ils font travailler leur ménage, mais le terme d'intello, d'intellectuel est résolument connoté, et il a une histoire française qui commence avec l'affaire Dreyfus, qui est un grand écrivain qui s'engage, il n'y connaissait rien en justice militaire, bien sûr, mais il s'engage derrière Dreyfus et bon, il impose une image d'un homme de culture, d'un homme connu qui va soutenir... donc, je citais Voltaire tout à l'heure, donc Voltaire, vous ne le mettez pas dans le... Oui, Voltaire, mais bon, si, c'est vrai, bien sûr. Et on pourrait, là, c'est toujours la question des origines, on pourrait trouver avant Voltaire, sans doute d'autres... Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui? Ce sont les médias? Alors, n'allons pas trop vite. J'étais dans l'histoire. Moi, quand j'ai eu votre invitation, il y a eu beaucoup la question du silence des intellectuels qui est revenu. Et là aussi, c'est très daté. Le silence des intellectuels, c'est une expression, je crois, de Max Gallo en 1983. Et c'est très très important. C'est-à-dire que c'était pas en 73, c'était pas en 93, c'est en 83. Et je pense que la contre-révolution libérale, enfin, on peut l'appeler de différentes manières, c'est en 1983. La grande stupéfaction des gens et des intellectuels, c'est 1983. Et donc le silence, oui, il y a eu un espèce de silence, mais moi je me retrouvais avec des amis lorrains il y a quelques jours, j'en ai deux dans la salle. On se rappelait les années 70, ce formidable mouvement, la sidérurgie, et puis les intellos qui étaient derrière, et puis Lorraine Cœur d'Acier, une radio fabuleuse tenue par la CGT, qui était illégale et qui en même temps animait. Bon, tout ça, c'est les années 70. Arrive Mitterrand, arrive la petite expérience, enfin la petite tendance de gauche de 2 ans, puis la cassure de 83, et là, les intellectuels sont babas. Alors, il y en a certains qui sont babas parce qu'ils sont achetés, parce qu'ils ont eu leur poste, parce qu'ils sont peinards. Il y en a certains qui sont babas parce qu'ils n'ont plus rien compris à l'affaire. On leur a promis les changements et tout, et il ne se passe rien. Et il y en a qui sont babas parce qu'ils y croient, parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, c'est vraiment une histoire très, très franco-française, encore une fois. Et je pense que... on a commencé à sortir de ce silence au milieu des années 90 et qu'on est maintenant dans une petite tendance. Jérôme Leroy, je crois que vous approuvez. Ah oui, c'est à la fois sur la chronologie. Moi, je me souviens parfaitement de cette espèce de sentiment de vide. J'étais au lycée, le sentiment de vide vers 82, 83 justement, quand on a tout d'un coup avec la fameuse phrase de Régis Debray sur le silence des intellectuels. Et puis après, plus récemment, et quand Gérard dit que ça recommence dans les 90, je suis assez d'accord. Et moi, il y a une date qui est très très importante, c'est 95, c'est les grandes grèves de novembre-décembre 95, où là, c'est dessiné dans le paysage intellectuel français une géographie très claire. D'ailleurs, il y a des livres qui étaient sortis dessus, sur les intellectuels qui prenaient parti pour la réforme Juppé, et ceux qui prenaient parti contre. Et il y a eu des analyses sociologiques, je crois que c'est Loïc Vacan notamment, assez intéressantes sur d'où venaient les intellectuels qui soutenaient la réforme de Juppé et d'où venaient ceux qui s'y opposaient. Et on retrouvait en termes sociologiques, en gros, il y avait ceux qui avaient, comme tu as dit, qui avaient été achetés en quelque sorte, et qui étaient effectivement favorables à cette réforme, et qui étaient ceux qu'on entendait partout, tout le temps, et puis les autres qui étaient plutôt, en gros, c'était le prof de fac contre le maître assistant, etc., et ainsi de suite. Et ça me renvoie à, pour le coup, un écrivain, un intellectuel que j'admire beaucoup, qui est Paul Nizan, qui a parlé dès les années 30 de ce qu'il a appelé les chiens de garde. Et effectivement, aujourd'hui, les intellectuels dans le débat public, il y a quelque chose qui nous choque, parce que dans la tradition française qu'a évoqué
qu'a évoqué Gérard, c'est l'intellectuel, c'est celui qui pensait contre, qui était contre, qui était capable, c'est effectivement Voltaire, l'affaire Calas, c'est Zola, Dreyfus, qui était quand même capable de penser contre son camp. Je pense à Bernanos au moment de la guerre d'Espagne, où tout aurait dû le pousser du côté de l'intervention fasciste, et où il s'est rangé du côté des républicains. Bon, c'est celui qui pensait contre. Or là, on est dans un monde où les intellectuels pensent, beaucoup d'intellectuels, notamment les intellectuels médiatiques, alors on peut leur critiquer leur caractère d'intellectuel ou pas, je ne sais pas, moi, mais en tout cas ceux qu'on entend, ce sont des gens qui sont pour ce qui se fait là. C'est assez paradoxal. Et ça date depuis 1995. Alors effectivement, il y a toute une série de gens qui sont cons, que nous, on connaît dans nos cercles, parce que les économistes atterrés, parce que, etc. etc. Ah oui, mais en même temps, ceux qui sont connus, ceux qui sont... lui, voilà, il avait parfaitement analysé ça en 1995, justement. Ceux qui sont... moi, j'entends beaucoup de gens qui sont pour... Il est encore très critiqué aujourd'hui. Qu'on me présente comme des intellectuels et qui sont là pour dire que ça va, que c'est bien, que c'est ce qu'il faut faire, que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire effectivement une espèce de perversion de ce qu'était l'intellectuel qui, par définition, doit être quelqu'un qui est contre, y compris contre son propre camp, être capable de penser contre. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut distinguer entre les intègres et les autres, comme dirait Pascal Boniface? Je ne sais pas. Parce que ici, pour reprendre ce que disait Jamila tout à l'heure, dans les interviews qui sont faites, ils disent non, nous ne sommes pas intellectuels. Il y a même Régis Debray qui dit pour moi c'est une injure. Mais par contre, regardez, par exemple Stéphane Hessel, je dois dire que je me considère comme un engagé, comme un militant. Je suis depuis toujours ce qu'on peut appeler un homme de gauche et n'ai jamais été vraiment tenté par le communisme. Donc de gauche, pas communiste, mais de gauche. Si je prends Bobéro, c'est bien lui, je pense, oui. Alors lui, il remonte plutôt à son histoire. Et il va parler de son militantisme également, mais lui, il va parler des intellectuels, comment dit-on, engagés, mais dans le système, je cherche le mot, qui a encore été prononcé ce matin d'ailleurs à France Inter, organique. Pour dire qu'il a... Oui, organique, voilà. Messieurs Weverka disant qu'il n'y en a plus. Voilà, et puis tous comme ça, je vais... Alors on a l'impression, non, Bobéro c'était ici, mais enfin je ne me suis pas trompé, il fallait devenir des intellectuels organiques à la Gramsci et se servir des grands intellectuels de l'époque, Derrida, Foucault, Barthes, etc. Mais on retrouve ça à peu près partout. Est-ce que ça veut dire être intellectuel dans ce type de définition, Emmanuel Todd, est-ce qu'il faut être militant, et particulièrement militant de gauche? À mesure où le monde est de droite. Ouais. Il est vrai que c'est un mesure. Et si on dit. Non mais si en gros le réel est de droite. Non, mais ils ont raison d'ailleurs de dire en ce moment c'est nous qui avons le monopole du réel. Ils ont raison, le réel est de droite. La gauche consiste à vouloir changer le réel, à le penser différemment. Donc si on définit l'intellectuel comme quelqu'un qui est contre, effectivement, en général, c'est plutôt... moi, non, j'assume parfaitement l'idée de... Ça a été une caricature des années 70, l'intellectuel de gauche, sauf que, dans les faits, pourquoi c'est devenu un pléonasme? Bien sûr qu'il y a des très grands intellectuels de droite, bien sûr, mais dans la mesure où c'est des gens qui pensent contre le réel, contre ce qui se fait et ce qui est... Eh ben, oui, le monde est de droite, donc effectivement, les intellectuels sont souvent de gauche. Oui. Régis Debray, alors, il avait écrit une somme qui s'appelle « Le pouvoir intellectuel en France ». Il disait des choses quand même... Alors c'était 79, c'est 2 ans, je crois, après la sortie du bouquin d'un certain Bernard-Henri Lévy, « La barbarie à visage humain ». Alors il écrivait « L'ère de l'intelligentsia sera celle de la plus grande inintelligence. En effet, il y a un rapport inverse entre la valeur informative d'un message et sa communicabilité. Plus une pensée est démonstrative, plus coûteuse est sa transmission et aléatoire sa réception. » Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il expliquait aussi que de toute façon, et là j'avais un peu évoqué le sujet tout à l'heure, mais c'est bien pire aujourd'hui, que les intellectuels qu'il lui semblait dénoncer sont ceux qui s'entregorgent, s'entrelouent, s'entrélisent, bref, c'est un petit monde qui se connaît bien, mais qui a en plus la main sur tous les moyens de communiquer et de se faire connaître et de communiquer les idées. Les universités, mais également, évidemment, les médias. C'était en 79, aujourd'hui, il faudrait ajouter tous les médias, dont, bien sûr, Internet. Est-ce que c'est comme ça, aujourd'hui, que ça se passe, ou il y a d'autres... L'intellectuel, c'est aussi celui qui prend du recul,
on donnait une définition tout à l'heure, qui prend le temps de réfléchir sur le monde. Marianne, il y a quelques années, je crois que c'était en 2010, a élu Bernard-Henri Lévy oui, au podium, à la première place du podium des intellos. Il est devenu un stratège maintenant, c'est un militaire. Lui. Mais sans médias, il peut rien faire. Il a des compétences d'ailleurs, ce qu'il a fait en Libye. Mais je pense que ce qui a été aussi symptomatique dans ces années 80, c'est l'apparition de l'expert au nom de l'intellectuel. Il n'y avait plus d'intellectuel, mais il y a eu l'expert. Et pour moi, j'identifie l'apparition de l'expert, notamment à la télévision, avec la guerre en Irak. Tout d'un coup, on ne va pas demander quels sont les enjeux politiques, mais il y a l'expert de la guerre qui vient nous expliquer des histoires de bombes, des histoires de ceci. Et tout d'un coup, l'expert prend la place de l'intello dans le débat public, enfin dans le pseudo-débat public. Ce que dénonce d'ailleurs les Novochagard le film. Tout à fait, tout à fait. Je me demande si ça ne remonte pas un peu avant. Je pense à un livre d'Éric Hazan qui s'appelle Sur la langue de la Ve République et qui montre comment ça a basculé sous Giscard, qui est l'arrivée de l'expertocratie et de la technocratie au pouvoir. Par exemple, on ne parle plus de la question sociale, mais de problèmes sociaux. On commence à avoir toute une novlangue technocratique qui est celle de l'expertise, et effectivement qui interdit le débat de fait, même si c'est faux, même si l'expert dit n'importe quoi, dans la mesure où il est expert, il s'auto-justifie. En fait, cette espèce de... Et donc, Éric Hazan, dans ce livre qui s'appelle La langue de la Ve République, qui était calqué sur un livre de Kemperer qui s'appelait La langue du Troisième Reich, qui montre comment les systèmes instaurent des vocabulaires qui permettent de fixer la pensée dans des cadres bien précis, montre que sous Giscard, c'est là qu'on commence. Alors, il y avait plein d'exemples, je n'ai plus forcément en tête, mais justement, par exemple, ne plus jamais parler de la question sociale, mais des problèmes sociaux. Ne plus parler de plus dire chômeur, mais demandeur d'emploi. Des choses comme ça qui sont parfois de la litote, mais parfois carrément un autre moment. Et puis, c'est là que ce règne de l'expert a permis justement de transformer le vocabulaire et de lui donner une apparence de scientificité, et effectivement de clore, de fermer le débat. Mais ta technocratie, elle était déjà là sous De Gaulle. Elle arrive de manière assez massive sous De Gaulle. Mais c'est ça, c'est sous la Ve République. Mais disons que le premier technocrate assumé qui arrive au pouvoir, c'est l'expert, enfin je sais pas, Pompidou faisait encore des anthologies de la poésie française, tu vois, et de Gaulle savait écrire. Giscard, c'est déjà autre chose. On est arrivé dans un type qui est présenté comme étant, puis avec Raymond Barre derrière, le meilleur économiste de France. On n'est plus dans Mitterrand expliquait d'être un intellectuel aussi, à sa manière. Oui, mais il y avait une dimension. Oui, mais d'ailleurs, ça prouve d'ailleurs l'importance de l'intellectuel, c'est à quel point les présidents de la République, en France notamment, et puis les ministres aussi, ont besoin d'une légitimité. Enfin, il faut qu'ils écrivent un livre, par exemple. Je peux faire remarquer, il faut tous qu'ils écrivent un livre, ou plusieurs, si possible. Donc en général, c'est pas eux qui les écrivent. Paraît-il. Quoi Paraît-il. Oui, non, mais ça permet aux écrivains qui ont besoin de manger. Ça permet des travaux de plume. Et effectivement, dans les faits, c'est assez intéressant de voir comment à la fois comment il y a encore c'est comme les étoiles qui sont mortes et dont on voit encore la lumière alors qu'elles ne sont plus là, à quel point l'image de l'intellectuel est encore quelque chose qui fascine profondément le politique. Alors ça s'est peut-être terminé sous Sarkozy, sous le coup de la princesse de Clèves, peut-être que là même le dernier prestige est tombé. Mais jusque-là, il y avait une espèce... Et encore là, on voit de temps en temps, Bayrou est bien content de sortir une bio sur Henri IV, il faut que l'homme politique écrive son livre, il faut que l'homme politique soit quelque part un intellectuel. C'est là, ils sont tous fascinés par, vous savez, cette fameuse conférence de presse où Pompidou, un peu emmerdé sur l'affaire Gabriel Russier, cite à ce silence et se met à citer comme ça Paul Éluard. C'est vrai qu'ils ne savent plus faire ça. On n'imagine pas Hollande arriver comme ça à la fin d'une conférence de presse sur une question ennuyeuse à sortir un... Voilà, donc ça pourrait être drôle. Non, mais ça pourrait pas être drôle, il ne peut pas le faire. Mais Fabius l'a fait pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Ah oui, mais Fabius et Juppé, c'est old school, c'est encore l'ancienne école, c'est les Normandiens. Avec le président algérien, je pense que c'était hier, où il parlait aussi d'un livre qu'il était en train d'écrire. Le clown, Gérard Restreff, c'est qui alors dans cette trilogie?
l'intellectuel, le clown et l'expert, avez-vous écrit? Eh bien, c'est l'organisation de fausses émotions, de fausses solidarités, voilà, le remplacement de l'émotion brute, médiatique, à la place de la réflexion, de la recherche. Voilà. Donc, des clowns, il y en a eu beaucoup, il y en a encore beaucoup. On va pas les citer. Mais si vous permettez, ce que disait me faisait penser au discours des présidents. Il y a des études qui sont faites sur les discours des présidents, et on s'aperçoit que le changement de discours, ils ont mis en machine tous les 700 ou 800 principaux discours officiels. Le mot qui revient le plus chez De Gaulle, c'est Algérie. Bon, comme quoi ça a été une histoire absolument lourde. Hein. Ensuite, Pompidou, et oui, c'est ça, il est entre l'intello et les débuts de modernisation, technocratisation, etc., ce qui est fort chez Giscard. Et avec Mitterrand, ce qui change, c'est le moi-je. C'est le moi-je, c'est-à-dire que les autres étaient le pouvoir, etc. Et le je pense, je dis, je, c'est-à-dire une individualisation qui n'est pas qu'une individualisation, comment dirais-je, de forme, mais qui est aussi la place de l'individu plutôt que la place voilà, des grands mouvements avant. Et ça aussi, je trouve que c'est important, parce que ça recoupe de nouveau ces dates-là de 82, 83, dont on commence à peine à sortir. Allez, on va aborder vos livres. En tourlupine, en deux mots, je disais roman noir, l'histoire d'une jeune Roumaine qui arrive à Charles de Gaulle, non pas par inadvertance, mais parce qu'elle a été trompée dans les... Elle rencontre, bon, c'est une histoire classique, hein, elle rencontre quelqu'un avec qui elle va se fiancer très vite en Roumanie, à Bucarest, qui lui promet de l'amener à Paris, la ville des Lumières, et puis dans l'avion, il ne perd pas de temps, dans l'avion, lui dit, en fait, je te ramène sur les trottoirs parisiens, et c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Elle va réussir à se sauver, mais elle n'ira pas bien loin, on verra tout à l'heure. Et l'autre histoire, c'est une histoire de détournement de fonds, on en parle beaucoup en ce moment, mais là, c'est une histoire de détournement de fonds, qui apparemment n'a rien de politique. En fait, elle a quelque chose de politique, on l'apprend à la fin du roman. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, alors je vous laisserai dire. Bah oui, mais c'est pas, j'ai bien retenu la leçon de Jérôme l'année passée, c'est pas un polar, hein, c'est un roman noir. Donc, normalement, les méchants, on les connaît tout de suite. C'est un peu ça. Mais c'est des histoires, détournement de fonds d'une caisse, d'un comité d'entreprise, au détriment d'une organisation politique. Et ces deux histoires vont se croiser. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce roman? Est-ce qu'il y avait une intention particulière? C'est basé sur des faits réels? Oui, il est basé sur des faits réels. D'abord, ce Matteo Montesinos avec qui vous écrivez, il existe. Il existe. Ouais. Il existe. Donc un jour, Montesinos, qui ne s'appelle pas Montesinos, et qui était le responsable de la CGT Air France, est venu me voir et il m'a dit nous avons les preuves d'un détournement de plusieurs millions d'euros, de francs, du comité d'entreprise d'Air France. Les flics ont commencé une enquête. Nous avons absolument tous les minutes de l'enquête. Mais lorsque c'est arrivé chez la juge, plusieurs années après, la juge a étouffé l'affaire. Donc il vient me voir avec des kilos de documents et il me dit est-ce que nous pouvons écrire quelque chose? Ce qui est pour un écrivain à la fois très excitant et très décourageant parce qu'il y a trop d'éléments pour inventer, pour faire rêver, pour fantasmer quand on est avec des kilos de chiffres, etc. Et donc, je me suis dit, faisons comme ça, on va écrire un livre à quatre mains. Toi, délégué syndical, tu vas, comme tu connais bien ce dossier, tu es dedans depuis 10 ans, tu vas écrire l'enquête,
Et moi, je vais sur un sujet très proche, c'est-à-dire Air France, donc un aéroport, je vais inventer des personnages qui existent à Roissy, enfin, que j'imaginerai à Roissy. Dans le livre, le personnage Vera, sans papier, une femme perdue. Vous l'appelez une femme top. C'est quoi pour vous un sans-papier? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des objectifs? C'est un phénomène? Ou bien un sans-papier, ça veut dire hors de la loi? C'est un sans-papier dans un lieu très particulier qui est un aéroport. J'aurais pu situer dans un autre contexte l'affaire dans une gare. Enfin, j'aime bien les grands lieux publics mouvementés, etc. Et il faut savoir que dans un lieu comme Roissy, vous avez des centaines de clandestins qui vivent en permanence, qui dorment. Il y en a même un qui a vécu 15 ans, et les Américains en ont fait un film. Bon. Donc ce milieu d'un monde à côté du monde vrai, sans papier ou SDF, moi me fascine beaucoup ce côté taupe aussi, ce côté caché que j'ai croisé dans d'autres circonstances, à la Défense par exemple. Donc je tenais absolument à les faire vivre. Et ce qui fait que je suis allé plusieurs fois à Roissy, et j'ai assisté à des scènes absolument ahurissantes de ce monde parallèle que nous, touristes qui allons prendre l'avion avec nos valises, ne voyons pas, parce qu'on est cadré, on paye le billet, on va acheter notre bouteille de whisky, on prend l'avion, etc. Et si on avait un regard un tout petit peu décalé, on verrait que se passent des choses incroyables. Il y a un passage que je ne parviens pas à retrouver, pourtant il y a quelques marques, hein, mais je ne parviens pas à le retrouver, je crois que c'est au tout début. C'est quand cet agent de sécurité que va rencontrer la jeune SDF, mais qui n'est pas policier, il n'a pas de statut. Non. Il a une réflexion sur les sans-papiers cette fois-ci, une réflexion profonde, très généreuse, mais ça fait 3 lignes. Pourquoi vous ne développez pas? Vous pouvez développer votre réflexion sur justement ce phénomène? Ce personnage doit y être d'autant plus sensible que ce sont des lieux hyper fliqués. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que là où vivent des gens dans une misère absolue et dans un incognito complet, ils se promènent au milieu de hiérarchies avec 15 laissez-passer, des salles où on peut rentrer, où on ne peut pas rentrer, etc. Il y a une organisation absolument terrible. Très militaire, et puis chaque compagnie, chaque direction. Donc c'est très curieux cette cohabitation. C'est très curieux parce qu'en fait, les flics connaissent la présence des illégaux, des interdits, et on se tolère, quoi, parce qu'on sait bien que de toute façon. D'ailleurs, on ne trouvera pas de solution. Le vrai danger, on le verra bien, c'est pas la police, il va venir d'ailleurs. Ouais. Et justement, ailleurs, c'est quoi? Alors là, c'est le deuxième volet donc, qui est écrit par Matteo Montesinos, ce pseudonyme. C'est ce danger pour la société, c'est ce parti d'extrême droite. Et là, vous avez des préoccupations qui sont encore une fois très proches. Oui, mon personnage, effectivement, est un... On est à la fois là, on retrouve c'est le blog, c'est Monnaie Bleue, c'est une histoire en préparation qui fait froid dans le dos. Ben, malheureusement, c'est aussi, oui, non seulement un air du temps, mais une réalité épaisse. Bon, et puis il y a aussi ce détournement de fonds qui est avéré, que je donne à la fin dont je donne des indications à la fin du livre. Il y a un audit qui a été réalisé, et pour montrer que ce roman est aussi basé sur la réalité, l'audit, en enlevant quelques noms, est publié en annexe. Alors évidemment, au début, l'éditeur s'est demandé si on n'allait pas avoir un procès. La
l'avocat a dit que bon, ça va, on pouvait, mais il a dû quand même attendre, je ne sais plus, un délai d'un an, quelque chose comme ça, pour être assuré qu'il n'y aurait pas de procès. Et s'il n'y a pas eu de procès, c'est qu'en fait, les voleurs n'avaient pas envie de publicité, de relancer. Oui, ça aurait été contre-productif. Contre-productif pour eux. D'autant que le procès n'est pas complètement terminé, il y a toujours des petites relances. Et puis il y a des syndicats qui sont impliqués, voilà, qu'on ne peut pas citer. Tout à l'heure, je te dis. Ce serait une farce, sinon. Bon, par contre, vous avez eu le problème de façon plus importante, plus forte, Jérôme Leroy, avec le bloc. Là, l'avocat était très pointilleux, il fallait non, mais faire très attention. c'est parce que je veux dire, ça me fait toujours sourire quand on critiquait des pays dits totalitaires ou quand on disait que l'URSS, on ne pouvait pas publier ce qu'on voulait et tout. C'est-à-dire que la différence aujourd'hui, c'est que la censure est a priori, c'est-à-dire que c'est une autocensure en amont. Vous avez les livres qui parlent, alors c'est compliqué quand on est auteur de romans noirs, comme vient de le dire Gérard, c'est que dès qu'on parle du réel, de toute façon, dès qu'on parle de la réalité, de choses qui se passent autour de nous, ça passe devant un chapitre, ça passe dans ce que le service juridique, les grands éditeurs ont des services juridiques, ça passe devant, et si ça leur semble pas net, il y a des avocats spécialisés, et on est à 4, le directeur de la collection, le type du service juridique de l'éditeur, l'écrivain, et l'avocat choisi, en train de, page par page, ça oui, ça non, ça on va voir, ça oui, ça non. Ce qui est extrêmement désagréable, on a quand même passé un roman, c'est assez surprenant comme scène, il y a un léger surréalisme, et donc, bon, c'est, voilà, puis, alors en même temps, ça force à ruser avec la contrainte, c'est peut-être pas plus mal. Mais alors, sur le fond, là, ce qui vous réunit justement, pour revenir sur le débat sur les intellectuels, c'est très ennuyeux, finalement, parce que, bon, qu'il y ait des précautions, pourquoi pas, là on va très loin, mais c'est très ennuyeux tout de même, puisque vous avez quand même quelque chose à dire, des idées à faire passer, et tout à l'heure, on développera peut-être un peu cela, mais quand on dit que les intellectuels ne sont pas là, vous disiez le contraire, vous aviez bien raison, il y a quand même... c'est aussi une façon de vous projeter dans l'avenir et surtout de vous projeter, de voir la société avec pas mal d'années d'avance. On le voit avec ces 3 livres que je viens de citer, quelquefois. D'ailleurs, Monnaie Bleue est sorti, la première édition, c'était 97, je crois. Qu'est-ce que je crois avant les émeutes de 2005. 97, c'est ça. Voilà, oui, ça a été réédité en 2009. Mais la première édition, c'était en 97. Oui, c'est sorti en 97, je l'avais même vu en 95. Ouais. Et et on était venu me redemander mon avis au moment des émeutes de 2005, en disant, parce que j'étais pas le seul non plus, mais un certain nombre d'écrivains, Fajardi par exemple aussi, avaient commencé à sentir très fortement que Pichy avait regardé ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin, je crois que c'est en 83 ou quelque chose comme ça. En fait, si on est un peu... C'est pour ça que je ne suis pas sûr que le travail de l'écrivain et l'intellectuel soit tout à fait semblable. C'est-à-dire qu'un écrivain peut prendre des positions dans le champ intellectuel, c'est possible, certainement. C'est même, à mon avis, ça peut être utile même. Mais le travail même de l'écrivain n'est pas un travail d'intellectuel, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que Gérard en pense, mais moi, c'est beaucoup plus un travail de sismographe ou de plaque photographique. Enfin, je me laisse impressionner à tous les sens du terme parce que je réfléchis pas forcément sur le coup. Je n'écris pas avec une idée préconçue de ce que je vais, c'est l'époque qui m'impressionne, mais au sens photographique du terme. Oui. Voilà. Alors après, effectivement, je suis un citoyen et donc je réorchestre tout ça comme j'ai envie de le réorchestrer. Mais par exemple, le roman jeunesse, un grand ado qui s'appelle Norland, c'est parce que Breivik, j'ai pas pu faire autrement que d'avoir envie d'écrire là-dessus très vite. Là, c'était après l'événement. Parce que c'est après l'événement, oui, mais ceci étant, oui, non, c'est pas la même chose, effectivement. Mais non, je pense que je pense que tout le monde me dit, oh, quelle anticipation avec le bloc. Non, je pense que quelqu'un qui regarde le Front National d'un peu près depuis, je
dû l'écrire en 2009-2010, enfin, vous voyez bien le sens de la manip, c'est-à-dire ce blanchissement, je sais pas, c'est pas, mais voilà, dédiabolisation, mais c'est ce qui fait rire, parce que l'expression m'a toujours, enfin, me fait rire jaune, l'expression de dédiabolisation, parce que ça avoue de manière implicite une première erreur tactique, mais ça c'est un autre problème, qui a été une diabolisation. S'il y a des diabolisations, c'est qu'il y a eu diabolisation, syntaxiquement. Donc est-ce qu'on a bien fait de diaboliser? Je ne sais pas. Si je peux me permettre une parenthèse, il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, c'est la façon dont l'ensemble du week-end l'actualité du week-end a été entièrement consacrée au Front National, avec, à mon avis, un dérapage tout à fait calculé du père, qui arrange en fait au bout du compte sa fille. Il y a 2 erreurs, hein, je vais pas le faire, je suis en train de réciter ma chronique, mais c'est vrai que mais il y a 2 erreurs, c'est voir des complots partout et n'en voir nulle part. Donc effectivement là, en l'occurrence, ce qui se passe, à mon avis, c'est de cet ordre-là. Or, là où je trouve que, par exemple, le Front National montre son vrai visage, qui n'est pas un visage de nazi ou de SS, mais bien pire, qui est un visage d'un parti très à droite et très violent et qui fait la guerre aux pauvres, c'est par exemple un truc qui n'a pas été relevé plus que ça, qui est Robert Ménard, qui interdit aux chômeurs de mettre leur enfant à l'école primaire pour se faire garder le matin. Bon, or, je suis hélas obligé d'apporter une mauvaise nouvelle, c'est que je suis sûr que parmi ces chômeurs, il y en a un bon paquet qui, si par hasard il a voté Front National, et ceux-là, il faut aller les voir et leur dire quoi? Il faut aller les voir et leur dire, pas leur dire vous êtes afro-fascistes, afro-racistes, leur dire vous êtes des vrais cons, vous êtes en train de voter, vous avez voté pour un type qui, enfin, votez en disant je suis pas content, et vous retrouvez avec un type qui, la première chose qu'il fait quand il arrive au pouvoir, c'est de vous faire la guerre à vous, de faire la guerre aux pauvres. C'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Et pas à l'envers, voilà, c'est ce que j'ai compris comment le bloc. Après, on peut en discuter. Mais je ne sais pas si en disant que ce sont des vrais cons, tu feras avancer. Non, enfin, là je parle. Non, mais oui, mais par moment, les gens ont le droit de rebrancher leur cerveau aussi. Oui, d'accord, mais tu peux. Non, mais il n'y a pas, il y a pas de raison qu'il y ait une culture de l'excuse. Le débat a été très clairement posé, justement, avec des journalistes qui ne sont pas, je ne les vois pas, ils seraient fâchés, concernant l'élection de Steve Frivois à Hénin-Beaumont, justement concernant les électeurs, parce que la tendance était de dire ce que vous venez de dire. Bon, non, parce que c'est pas des phénomènes, enfin, ça c'est pas apparu d'hier, on l'a vu arriver à Hénin-Beaumont. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, moi je suis prêt à prendre en compte toute une souffrance sociale, mais là, quand ils ont sous le nez, ce qui est le cas avec cette affaire de Béziers, qui me semble, c'est pour ça que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Cette affaire de Béziers prouve que quand un maire Front National, en plus c'est une honteuse, Ménard, il ne veut même pas dire qu'il est au Front National, c'est les pires. Donc, la première mesure qu'il prend, c'est une mesure anti-pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, il prend une mesure contre ce qui, hélas, est une bonne partie de son propre électorat. Donc ça, on peut la signaler, cette contradiction aux gens qui ont voté. Résultat, ils ont voté pour Ménard, ils n'ont plus le droit de mettre leur linge aux fenêtres, et ils n'ont plus le temps d'aller chercher du boulot, puisqu'il faut qu'ils gardent les mômes à la maison. On peut leur dire quand même, tu as voté Front National pour emmerder soi-disant le système, mais résultat, le Front National est le parti qui te fera la guerre la plus violente. Il faut présenter le Front National pour ce qu'il est, un parti à droite de la droite, qui est l'aile avancée du capitalisme le plus brutal. Est-ce qu'il y a des questions? Si tu permets, pour revenir à la manière dont tu posais le débat tout à l'heure, est-ce que l'écrivain peut anticiper, enfin l'intello anticipe, etc. Bon, moi j'adore Et j'avais aussi pris ce livre-là en exemple, parce que là c'est le montage, c'est la construction d'une société policière, mais là ça n'existe pas encore, enfin je ne crois pas, mais avec quand même 10-15 ans d'avance. Bon, le style... ça semble réaliste. La forme d'écriture de Jérôme qui est toujours, enfin pas toujours, mais qui est le plus souvent cette légère anticipation, on est demain matin, quoi. Ça c'est très très fort et c'est très efficace, parce que on a les pieds sur terre, on comprend très bien où on est aujourd'hui, en même temps ce très léger décalage et cette exagération nous met tout d'un coup devant ces risques. Donc moi je suis un lecteur maladif de Jérôme. Mais par contre, moi je travaille plutôt sur des faits... ça y est, sa modestie est atteinte. Des faits avérés, des histoires passées. Bon, j'ai écrit sur des histoires de l'Union soviétique, sur la guerre d'Algérie, je trouve qu'il y a aussi dans l'histoire et dans le travail
de rappel de faits historiques hier, des choses qui parlent sans forcément donner immédiatement des clés sur ce qui va se passer demain matin, quoi. Moi, je crois que le camp du progrès, on n'est pas offensif, on n'a pas de projet, on dénonce ce qui se passe, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde vit, les conquêtes sociales qui partent à volo, mais on n'a pas de proposition offensive, on n'arrive pas à les faire, et dans cette Europe, c'est très compliqué vu la diversité des histoires sociales, des acquis sociaux à travers les pays développés, et bon, c'est pour ça, moi, je venais rencontrer le responsable de la revue du projet, et je pensais qu'on allait parler de ça, enfin, mais bon, c'est un café littéraire. Mais on peut parler de tout. Moi, le soir des européennes, je n'ai pas été surpris. Voilà. Je sais que c'était la mode de jouer la stupeur, la clameur, etc. Mais c'était tout de même un vote programmé. C'est incroyable cette campagne que nous avons eue. Et d'abord, il y a eu une non-campagne sur une non-Europe avec des partis qui n'existaient plus, sauf Front National. Donc, ce montage absolument extraordinaire était prévu, planifié, etc. Bon. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont réussi à faire passer dans la tête des gens que pour se faire entendre, il fallait voter Front National. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Or, ma conviction totale, c'est que ça ne sert à rien. Voter Front National, ça ne sert à rien. Et demain, ça ne servira à rien. C'est une impasse absolue. C'est d'une inutilité absolue. Mais là, on n'en est pas encore dans ce type de réflexion. Une manière de geler une contestation, une souffrance, une bêtise aussi, et comme ça de continuer les affaires. Et les affaires, c'est l'Europe, libéralisme, machin, et puis demain, voilà, une équipe libéralo-socialo qui continuerait. Et on gèle toute une colère de cette manière dans un vote qui ne sert à rien. Ensuite, dernière chose, je te sens... Non, mais presque d'accord. Dernière chose, ce qui me frappe, moi, et ça rejoint un petit peu la question du front de gauche, c'est qu'il y a en France aujourd'hui beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, des choses critiques, des choses associatives, des choses... Mais on a un peu l'impression que chacun le fait dans son coin, y compris chez les intellos d'ailleurs. Il y a énormément d'intellos qui ont une activité sans papier, une activité Rome, une activité énergie nucléaire, une activité... voilà. Et cet éparpillement, à la fois, c'est une force parce que ça vous permet une proximité, de parler de choses qu'on connaît mieux, et en même temps, ça perd en cohérence. Oui, ça perd en cohérence globale. Et ça, je crois que nous avons ça aussi au front de gauche. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que nous ne récupérons que... Enfin, il n'y a que 50% des électeurs Mélenchon qui vont voter aux européennes. Et dans les 50% qui votent, il n'y en a que 50% qui votent front de gauche. D'intellectuel, Malraux, Sartre, c'était celui qui donnait envie de s'engager. Est-ce que cet intellectuel-là, aujourd'hui, existe encore? Et pour être provocateur, est-ce que l'intellectuel, aujourd'hui, c'est pas le mec qui a le plus d'amis sur Facebook? La preuve, la force des défis, aujourd'hui. La force des défis qui modifie d'un coup, qui mobilise d'un coup 1000 personnes sur rien. Moi, je n'ai pas la nostalgie du grand intellectuel d'hier. Cette image de l'intello, elle est morte. On ne la retrouvera jamais. Aussi parce que la société a changé et qu'il n'y a plus le même besoin de respect, de maître, de père. Bon, à mort les pères, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas, moi, qu'il y ait beaucoup plus de petits pères, si j'ose dire. Mais ah oui, c'est limite. mais bon, donc même Sartre, même Camus, c'était encore période des années 50. Avec des querelles, avec des controverses. Avec des controverses, mais sur un fond de société en
en expansion, en forme. La société avait envie d'entendre plein de choses et il y avait des intellos qui correspondaient à cette société. Aujourd'hui, on est dans une crise effroyable et nous avons des intellos de temps de crise. Moi, j'ai tendance à penser que l'intellectuel, c'est celui qui produit du concept. C'était la définition que Deleuze donnait du philosophe. Et pour distinguer, par exemple, les faux philosophes comme Henri Lévy ou Glucksmann, qui n'ont jamais rien produit du tout, c'est quelqu'un qui produit du concept. Donc ça se fait pas dans l'urgence. Effectivement, tu l'as dit toi-même, c'est pas forcément quelqu'un qu'on voit tout de suite. C'est des idées qui vont se mettre à regarder Bourdieu, qu'il connaissait en dehors des spécialistes de la sociologie avant 95, justement. Qu'il connaissait là. Exact. C'est là qu'il est devenu d'un seul coup. Exact. Donc il faut leur laisser le temps déjà pour commencer de penser, parce que c'est facile de courir de plateau télé en plateau télé, on en connaît plein. On dit toujours, si on a un peu le sens de la formule, ça passe tout de suite. Mais on produit rien, on produit pas de concept, on produit de l'indignation. Alors c'est bien, on s'indigne. On produit de la contestation, bah c'est bien. On a chacun d'ailleurs, parce que c'est un dispositif redoutable, le dispositif médiatique, chacun a un rôle prédéterminé dont il n'a pas intérêt à sortir, y compris d'ailleurs jusque dans le personnel politique, et ça interroge vraiment. Donc moi je m'aperçois par exemple que si on gratte un peu, on s'aperçoit qu'effectivement il y a des économistes qui pensent dans leur coin, qui connaissaient Piketty, quoi qu'on pense de son livre, qui connaissaient Piketty il y a encore 2 ans, à part ceux qui lisent vraiment les chroniques économiques dans les journaux. Bon là d'un seul coup, on s'aperçoit que ce type, sur le Capital au XXIe siècle, il commence à être le grand penseur des inégalités. On peut penser ce qu'on veut de ce qu'il en dit. Et voilà, ça c'est vraiment l'exemple de l'intellectuel. Je ne dis pas, effectivement, on ne va pas se rallier à la bannière de Piketty ou de qui que ce soit. L'intellectuel existe, mais il faut qu'il ait le temps de produire du concept. Dans son coin, à l'écart du bruit médiatique, et à l'écart surtout du bruit internetique, si je puis me dire, qui a encore accéléré cette espèce d'instantanéité, de tout succès, de plus rien n'est hiérarchisé et tout le monde dit tout et son contraire assez vite. Et c'est pour ça que moi je suis incapable de produire du concept, mais je suis capable de raconter une histoire. Point. Mais non, produire du concept, mais vraiment pas. Non, je t'assure. Non. Une bonne histoire. Essayer de raconter une bonne histoire, oui, mais produire du concept, non, certainement pas. C'est pas. Je veux dire, moi, j'admire un type comme effectivement. Comme Piketty ou Bourdieu avant Cacrinque, etc. Je sais que c'est des gens que j'admire probablement parce que ça suppose des années et des années de réflexion et pas d'aller faire le guignol sur 4 émissions de débat par semaine, toujours les mêmes qu'on revoit à peu près à la même heure et qui passent pour les grands. Je veux dire, moi, Roland Quirol, je le connais depuis que je suis tout petit. J'ai rien contre Roland Quirol, mais j'avais en 74, j'étais déjà été en train de commenter les sondages. En plus, c'est pas le pire de la bande, mais je veux dire, c'est bon. Quand on me présente comme intellectuel de droite, Éric Brunet, non, mais regardez, qui passe sur BFM comme ça, fui de droite. Non, mais quand même, faut quand même se rendre compte de quoi on parle. Alors effectivement, il y a des attention parce que et ce que je dis et c'est Gérard y a fait allusion, la contre-révolution libérale des années qui commence d'ailleurs avec le Chili en 1973 et le coup d'État contre Pinochet. Cette contre-révolution libérale, elle est venue de types qui avaient remarquablement pensé avant. Tous les Chicago Boys, von Hayek, Friedman, c'est des types qui depuis 1945, depuis pratiquement dans les ruines de la guerre, étaient en train de penser ils avaient tellement eu peur des États, à faire disparaître l'État d'une société, à laisser le marché libre. Mais ils ont mis 30 ans à conquérir, ils ont fait du gramschisme de droite, ils ont mis 30 ans à conquérir les mentalités, les universités, les penseurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Et donc, eux, ils ont produit du concept, loin des tribunes médiatiques, et puis d'un seul coup, un jour, entre Pinochet, Thatcher, Reagan, et puis Mitterrand à partir de 84, on s'est retrouvés dans une espèce de monde où le libéralisme allait de soi, avec la fameuse phrase Tina, pas d'alternative. Mais ça, c'est parce que plein d'intellectuels n'ont pas été vus, ont travaillé tranquillement dans leur coin et ont refaçonné une réalité qui fait qu'on a beaucoup de mal à se dépatouiller aujourd'hui. Tu te demandais sur la crise du projet, c'est parce qu'effectivement, on n'a rien refondé, rien repensé du tout. C'est-à-dire que nos fondamentaux sont bons, mais on est incapable d'avoir une contre-attaque idéologique, effectivement, et de répondre à des gens. Non, il y a d'autres alternatives. Alors plein de gens le font, le pensent, mais ça va redemander, à mon avis, encore une génération avant que ces idées reviennent sur le devant de la scène. Il faut que là, ça aille jusqu'au bout de cette logique. Et pour te donner une note d'optimisme quand même, Jean-Marie, puisque sur les européennes, quand un pays en a vraiment chié à fond jusqu'au bout, c'est pas ce que je nous souhaite, comme la Grèce, on s'aperçoit que l'extrême droite, il ne la met pas en tête,
Aube Dorée en l'occurrence, il la met pas en tête, il la met en 3e position, et que ce qu'il met en tête, c'est une gauche alternative, en gros très proche de nous, le Syriza, et si on rajoute Syriza et le KKE, on est pratiquement à 35% d'électorat grec, c'est-à-dire que donc, oui, il y a des raisons d'espérer, oui, mais il faut savoir aussi que c'est l'état du monde, l'état intellectuel du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un truc qui est préparé depuis un demi-siècle pratiquement. Mais je ne crois pas qu'il faille descendre au fin fond de l'enfer pour penser que non, j'ai bien nuancé. La Grèce, c'est la Grèce, ils avaient déjà une vieille culture progressiste derrière eux. Bon, mais en général, on voit bien en France, plus les gens sont dans la mouise et plus ils sont paumés, plus ils sont résignés. Non, mais je pense à l'Espagne et au Portugal aussi, qui ont donné des scores assez étonnants à ce qu'on va appeler la gauche de la gauche pour aller vite. Donc, effectivement, mais là, c'est le Front National, c'est évidemment l'accessoire. Tu as raison, c'est un vote parfaitement inutile. Ouais. Parce que, mais en même temps, il est parfaitement inutile pour les gens qui votent pour lui, mais il est remarquablement utile dans le dispositif. Absolument. Parce qu'il permet, en fait, c'est l'unique, il apparaît comme l'unique alternative, enfin, à l'aide des médias, etc., comme, en fait, les gens disent, bah, et puis en plus, hélas, les partis de gouvernement donnent cette impression eux-mêmes, l'expression UMPS, que je déteste, elle n'est pas sortie de nulle part non plus, c'est qu'effectivement, on se dit, ou c'est eux, l'UMP, le PS, des partis raisonnables de gouvernement, etc., ou c'est le Front National. Et entre deux, il n'y aurait rien du tout. Notamment, nous, on n'existe plus. Et c'est assez fascinant, c'est-à-dire que c'est un vote inutile pour les gens, mais c'est un parti dont le système a absolument besoin. Il a besoin à un niveau élevé, pas trop, mais un niveau suffisamment élevé pour que l'ensemble de la situation politique se réorganise, s'organise en fonction du Front National. Et on le voit tous les jours. Juste un mot pour soutenir tout à fait Jérôme. Il faut laisser les intellos travailler. Moi, j'observe qu'il y a aussi un phénomène de génération, c'est-à-dire que je trouve, vu les rencontres que j'ai en ce moment, qu'il y a une toute jeune génération d'intellos, mais toute jeune, c'est-à-dire qui fait encore des études, marxistes, décidées, qu'il y a entre cette génération et puis, nous, enfin moi, disons, souvent des creux, des absences, il y a eu des manques générationnels dans ce travail de recherche, et je suis assez séduit, encore une fois, par ces tout jeunes qui sont nés donc... Voilà, non mais qui sont nés avec la crise en fait, pratiquement. Qui sont nés avec la crise. Et moi je suis fasciné, alors, il y a un gros livre qui est sorti aux éditions de l'Éclat qui s'appelle Constellation au pluriel, qui est un livre sur toutes les expériences racontées par ceux qui les mènent, toutes les expériences, là aussi il y a des raisons d'espérer, toutes les expériences alternatives qui se mènent très concrètement sur le terrain, ça va de Notre-Dame-des-Landes à ce qui se passe sur le plateau des Mille Vaches, en passant par les collectifs, et donc à travers toute l'Europe comme ça. Alors, nous, en tant que... c'est pas ce qu'on voudrait forcément, puisqu'on espère un changement global. Je te vois, effectivement, faire la moue. Il n'empêche que ça existe. Oui, mais d'accord, mais ça, jusqu'à reconnaître, ça a réussi, il n'y a pas eu le camp militaire. Donc, non, mais c'est que non, mais ponctuellement, non, mais ce que je veux dire par là, oui, mais là, c'est-à-dire qu'on est en plus dans le Larzac, c'est en plus dans une société, comme tu disais, en pleine forme, où ça va bien. Là, ça va mal, et il y a cette idée de reconstruire à côté des solidarités concrètes, etc. Moi, c'est pas comme ça que je conçois effectivement le changement de société que je veux, mais je me permets de l'observer avec avec beaucoup de sympathie et d'amitié pour ce qui se passe là très concrètement, quand c'est des jeunes Comme au club de la presse, je voulais poser la question de savoir si les journalistes sont des intellectuels. Ce qu'on peut dire et ce qu'on pense, quoi. Hein. Parce que moi, les journalistes me font beaucoup de peine. Ceux que je connais... Ben oui, mais voilà. Alors ensuite, ici, il y a plein de journalistes intéressants, donc que dire. Mais je trouve quand même que globalement, il y a beaucoup de paresse. Alors c'est probablement une paresse qui est entretenue aussi dans certaines filiations idéologiques. On ne veut pas qu'ils sortent de ce cadre, etc. Mais c'est très rare, moi, par exemple, de tomber sur des journalistes qui m'apprennent des choses, alors que j'ai l'impression de retrouver 50 fois la même info, non travaillée, non vérifiée, non...
franchement, je suis globalement déçu, quoi, vraiment. Si on dit Jean-François Kahn. Bon, il a, Ah, en même temps, il a un certain âge. non, enfin moi en même temps je trouve que quoi qu'on en pense d'un point de vue strictement l'événement du jeudi, moi c'était quelque chose dont j'avais un souvenir, notamment de belles signatures. Enfin parce que moi ce que j'aime bien aussi dans le journalisme, c'était qu'il y avait une époque de grandes signatures. C'est-à-dire des gens qui avaient vraiment du style, qui avaient vraiment, ils apprenaient quelque chose, mais en plus on les lisait. Par exemple, on aurait du mal à imaginer on aurait du mal à imaginer de recueillir des articles en volume. Par exemple, ça se faisait pour Mauriac, ça se faisait pour toute une série alors vous allez me dire, c'est des écrivains qui faisaient, des éditorialistes. Mais voilà, donc est-ce que c'est possible aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà. Moi, j'ai la nostalgie du journaliste qui s'effaçait devant son sujet. Je me rappelle les émissions ORTF, par exemple, présentation de culture. J'avais travaillé sur un sujet, une émission qui passait tous les dimanches. Le journaliste n'apparaissait jamais. Il parlait, on entendait sa voix, il donnait à parler, etc. Mais il était d'une discrétion, d'une humilité, d'une pédagogie formidable. Aujourd'hui, il occupe tout l'écran. Et c'est le journaliste qui interroge l'autre journaliste qui lui dit « Ah, ben toi, journaliste, etc. » C'est vraiment insupportable. Voilà un exemple, c'est ce couple qu'on retrouve tous les samedis soirs, Natacha Polony et Émeric Caron. Alors, ce sont des journalistes? Est-ce que ce sont des intellectuels? Moi, le journaliste, c'est quand même quelqu'un qui a un savoir-faire, par exemple, que je n'ai pas. Qui consiste à rechercher de l'information, être capable de faire un reportage, être capable etc. Ça, je ne sais pas faire. Après, il y a des journalistes qui sont plutôt des éditorialistes ou des chroniqueurs. Ça, je sais faire. Mais c'est parce que c'est un petit peu c'est un tour de main, mais voilà. Mais c'est pas. Mais encore une fois, il faut savoir aussi si un journaliste est là pour éditorialiser, comme on dit, ou s'il est là pour ramener de l'info. C'est pas le même. C'est pas le même boulot Bon, alors, puisque je montrais la couverture de Causeur, ouais. À laquelle vous collaborez, pas la couverture, ouais. à la revue, est-ce que Elisabeth Lévy, comment il faut la positionner? Moi, je pense que c'est compliqué parce que je travaille, donc je peux pas dire exact, je peux pas. Non, pour répondre à la question. Non, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, c'est une journaliste qui est davantage dans la prise de position éditoriale. Voilà, point. C'est-à-dire qu'en même temps, elle a été connue parce qu'elle avait fait un reportage au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, en montrant que les choses n'étaient pas aussi clairement positionnées entre les Serbes abominables salauds et les Bosniaques super-héros. Ce que n'avait pas fait un certain BHL. Ce que n'avait pas fait un certain BHL. Donc, après, effectivement, dans la mesure où il y a quand même une société du spectacle, moi, je suis frappé par la façon dont des gens, pas spécialement elle, mais dont des gens s'enferment dans des rôles, mais volontairement. C'est-à-dire que je suis sûr que, si vous voulez, quand on regarde ces fameux talk-shows, et maintenant il n'y a plus que ça, d'ailleurs, ça ne coûte pas cher à faire, dans les talk-shows, on a l'impression vraiment que chacun a pris un rôle, le rôle du bon flic, du méchant flic. Enfin, c'est-à-dire que c'est bon, pour prendre le couple Émeric Caron et Natacha Polony, j'ai du mal à penser qu'Émeric Caron est aussi caricatural que l'image qu'il donne. C'est-à-dire que j'ai du mal à penser que ça soit à ce point-là. Bah, il joue les clowns. Parce que c'est à ce point-là, parce que c'est être, je veux dire, en gros, tout ce qui n'est pas gros socialiste et libéral, c'est mauvais. C'est mauvais sur la droite, c'est mauvais sur la gauche. Il insulte de la même manière. Il fait partie de ces gens qui font quelque chose que je ne supporte pas, qui sont capables de renvoyer assez froidement dos à dos Front de gauche et Front national, par exemple. Ce qui me semble absolument rigoureusement insupportable de la part. Et ça, bizarrement, ça ne vient pas de la droite, ce renvoi de dos à dos. Ça vient des socialistes, enfin ça vient disons, d'une certaine gauche en tout cas, qui est capable quand même de dire en gros c'est la même chose. Je vous rappelle même que les attaques. On n'est pas sympa. Pardon ? Non, je parlais de l'enregistrement. Les attaques les plus violentes sur Mélenchon pendant la campagne présidentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pas si vieux, elles sont venues de la part de Cohn-Bendit et de personne d'autre. Voilà, c'est là que les attaques les plus violentes sont venues. C'est assez surprenant d'ailleurs.
et beaucoup de choses ont été dites que je partage, d'autres que je ne partage pas. Un, y a-t-il un débat politique dans notre société actuellement? Eh bien, j'ai la prétention de dire non. Regardez les européennes. Vous avez vu un débat politique? Il y a eu des échanges d'idées? Non, il n'y a pas de débat politique. Il y a eu une monopolisation des chaînes d'information continues par des journalistes à la botte qui ont fait ce qu'on leur disait de faire, qui ont donné 35% du temps au Front National, 30% au PS, 25% qui c'est que j'oubliais à l'UMP, et puis 1% au Front de gauche, dont 0,005% aux communistes. C'est ça le débat aujourd'hui, à la télévision, etc. Des intellectuels, il y en a. Si un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait marcher ses ménages, qui réfléchit, qui éventuellement produit du concept, on peut aussi être intellectuel sans produire du concept, il y en a des dizaines et des centaines de milliers en France. Maintenant, un intellectuel qui se positionne contre, comme tu l'as dit, il n'a aucune chance de passer. Et je vais prendre quelques exemples. Prenons les intellectuels communistes. Par définition, il n'y a pas d'intellectuels communistes. On ne peut pas être communiste et intellectuel. Il y a eu quelques grands noms, ils sont enterrés, on n'en parle plus. Nos camarades ici présents ne sont pas des intellectuels, je suis désolé, d'ailleurs vous ne les voyez pas sur les plateaux de télévision. Si, Jérôme Leroux, on le voit. Ouais, bon, mais ok, mais non, mais attends, qui a un impact réel. Vous avez, il n'y a pas d'autre terme, vous avez des chiens de garde qui jouent leur rôle. Le film, le bouquin le montre très bien. Les médias sont cadenassés. Et tous les médias, la presse écrite en général, même s'il y a des espaces de liberté, même s'il y a quelques espaces dans les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc, je veux dire, on parlait d'intellectuels de droite tout à l'heure. Il y a eu une époque, ça ne me passionnait pas, mais il y a eu des débats entre Sartre et Aron, un grand intellectuel de gauche, un grand intellectuel de droite. Il y avait des débats d'idées. Citez-moi quelque chose d'équivalent aujourd'hui. L'intellectuel, on a cité quelques noms, Glucksmann et BHL, ce sont des clowns de télévision, et les autres, ce sont des experts. Alors, excusez-moi, moi j'étais universitaire, professeur de faculté, médecin, donc je ne suis pas un intellectuel, communiste, donc je ne suis pas un intellectuel, et expert, donc je suis rien de tout ça. Et j'avais l'habitude d'aller dans les conférences en disant, un expert, c'est quelqu'un de très digne qui se trompe tout le temps. Et c'est la définition de l'expert. Ça peut aussi être la définition de l'intellectuel. J'aurais voulu réagir quand même à ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant, mais en même temps, si tu veux, comment veux-tu, pourquoi et comment veux-tu qu'on retrouve quelque chose de l'équivalent Sartre-Aron? Enfin, Gérard l'a dit aussi. Oui. L'époque est radicalement différente. Je veux dire, il y avait d'abord, je remarque, mais tu ne peux pas faire autrement, que tu as parlé essentiellement de la télévision pour parler du débat, comme si c'était effectivement, comme s'il n'y avait pas toute autre chose qui existe. Parce qu'à un moment donné, oui, ça a confisqué, mais la télévision a représenté la totalité de la représentation du réel à un moment donné. Mais ça se termine. Les gens passent de moins en moins de temps devant la télé, de plus en plus de temps devant l'écran d'ordinateur, multipliés sur l'information, parfois pour le pire. Comme pour le meilleur, mais c'est la rançon d'une espèce de... C'est la rançon de ça. Et donc, non, tu ne retrouveras pas, et tu l'as bien dit, on ne retrouvera pas ça sous cette forme-là. Jamais. Et je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent aujourd'hui. Ouais. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup plus dans une j'ai l'impression de dire des banalités, mais on est beaucoup plus dans du il y a beaucoup moins de verticalité, il y a beaucoup plus d'horizontalité, il y a beaucoup plus de réseaux, de réseaux affinitaires qui font que, justement, ce genre d'expérience, d'un seul coup, on s'aperçoit que ça fait près de 5 ans que, je m'excuse d'y revenir, mais Notre-Dame-des-Landes, ça me semble emblématique, que des gens inventent sur place d'autres modes de résistance, que ça unit des paysans, des jeunes d'un peu près partout, et que ça, par exemple, oui, il n'y a jamais de reportage là-dessus. Si, le jour où il y a une manif qui dégénère à Nantes, là, c'est sûr, on vous en parle. Tiens, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il y avait ça. Pareil, grâce à la bêtise de Squarcini, le patron de la DCRI, les groupes de Tarnac a eu une pub extraordinaire, et les 1000 vaches deviennent une espèce de pépinière. On ne remercie jamais assez les flics quand ils atteignent ce niveau d'incompétence. C'est-à-dire et qui devient une pépinière d'expériences alternatives. Moi, je ne sais pas, je regarde ce qui se passe. Et c'est là que des choses apparaissent, qu'effectivement, des gens
pensent différemment les rapports sociaux et tout. Moi, je m'en fous d'avoir Sartre et Aron aujourd'hui, qui finalement ne représenteraient plus rien, puisqu'ils représenteraient en gros, voilà, c'est pas. D'abord, il n'y a plus l'équivalent, il y a une Dieu merci, parce que, sincèrement, Sartre représentant la gauche et Aron représentant la droite, moi, je trouve pas ça tout à fait satisfaisant en plus, comme étant l'alternative. Si le choix était vraiment entre Sartre et Aron, certes, je préfère me tromper avec Sartre. Enfin bon, je préfère avoir raison avec Aragon. Et donc, mais voilà, c'est-à-dire que non, il ne faut pas chercher, il n'y a pas une perte de quelque chose, il y a une transformation. C'est assez difficile à discerner, ça va à toute vitesse, qu'à mon avis, un réseau social en remplace un autre. On est assez, un certain nombre ici à être concernés par la façon dont la presse souffre, parce que par où ça se passait essentiellement les querelles les grandes querelles intellectuelles, elles passaient par la presse écrite, par les revues. Bon, maintenant, on sait très bien que c'est un modèle qui est complètement en crise, et on en sait quelque chose ici. C'est un peu pour aller dans le sens de ce que disait Jérôme tout à l'heure, où tu disais en gros le réel étant de droite est intellectuel, c'est étant être contre, donc l'intellectuel est de gauche. Mais je crois effectivement peut-être une des explications finalement, peut-être on parlait des journalistes avant la réunion avec un confrère, où on disait on a l'impression qu'il y a plein de journalistes qui aujourd'hui s'intéressent plus à ce genre de débat, etc. Et moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte effectivement de dictature du réel aujourd'hui. L'intellectuel, c'est le mec qui pense, donc qui rapporte rien, en gros, qui n'est pas rentable et qui est pas efficace, y compris dans notre camp, c'est ce qu'on peut des fois entendre. Mais dans le même temps, cette dictature du réel, elle produit des penseurs qui, comme tu disais Jérôme, produisent des concepts. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à une conférence de presse de présentation d'un salon qui démarre demain, qui s'appelle Environor, qui en gros, l'idée c'est comment permettre aux patrons d'avoir une belle éthique environnementale, etc. Ils invitent demain un gars qui est présenté comme une sorte de nouveau gourou aussi, qui a inventé un concept absolument délirant qui s'appelle l'innovation frugale. Derrière concept derrière lequel on retrouve par exemple un gars comme Carlos Ghosn, qui avec 10 millions d'euros de revenus peut se permettre d'avoir quelque chose d'une innovation frugale. Donc moi, je me posais la question comment des intellectuels comme vous pouvaient dans cet univers-là, où en gros vous êtes complètement disqualifié puisque vous n'êtes pas rentable, vous pensez des trucs chiants, qui vont pas. Comment vous pouvez faire finalement pour intéresser les gens à autre chose que ce réel-là, quoi? Ce que je fais à Liberté chaque semaine, moi c'est très important parce que c'est essayer au moins par le biais de l'humour. En tout cas, c'est essayer de changer d'angle, de tir à chaque fois. Je dis pas des choses nouvelles, j'invente rien. Je pense pas des choses nouvelles, mais je hiérarchise peut-être différemment les choses, où j'attire l'attention sur un milieu. C'est une espèce de position de sniper, quoi. Le type qui bouge à chaque fois pour essayer voilà, j'ai pas Jérôme Leroy combien de divisions, j'ai rien. Et donc, si tu veux, ça consiste effectivement à tirer sur un angle de tir là où on t'attend pas, sur un truc, voilà, ou à proposer un angle inédit, à montrer, à souligner l'absurdité de quelque chose. Mais ça, c'est parce que c'est plutôt, j'allais dire, plutôt un travail d'écrivain. Bon, alors c'est sûr, un écrivain qui doit rendre sa copie toutes les semaines, mais qui essaye de trouver un angle de tir différent à chaque fois. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais ça correspond assez à quelque chose que la modestie de Gérard ne lui a pas fait préciser, mais que moi j'aime beaucoup. C'est ces billets dans le supplément communiste que je lis toujours avec plaisir, parce qu'à chaque fois, c'est là aussi la même idée, c'est-à-dire, c'est proposer une autre lecture de l'actualité. C'est pas... pour le coup, c'est pas un concept, c'est simplement, mais c'est un boulot d'écrivain en fait, c'est simplement se décaler par rapport à ce réel justement, et hiérarchiser les infos. Et par exemple, moi, je vous dis ce que je vous ai raconté sur le Front National, parce que ça m'avait frappé, c'est que l'info importante, même sur le Front National, c'est pas que Le Pen perd et pour arranger sa fifi
raconter une connerie antisémite, c'est que Robert Ménard fasse payer ses électeurs en leur interdisant de garder les mômes. C'est ça. Voilà, si on veut parler du Front National et voilà, changer l'angle de tir à chaque fois. J'ajouterais simplement, je partage complètement ce qu'il vient de dire, et c'est un peu mon cas aussi, au plan de l'expérience, mais que ce qui est très difficile aujourd'hui, et pourtant il faut le faire, c'est pas simplement constater la crise, l'épaisseur de la crise, la résignation, etc. C'est aussi mesurer qu'il y a plein de choses qui se passent, d'alternatives, de réflexion, de recherche. Il y a, par exemple, je réagissais sur ce que disait Marc tout à l'heure, il n'y a pas de débat politique. C'est vrai qu'il n'y a pas de débat politique, ou alors des débats politiques complètement faussés, mais je viens de faire une découverte, entre guillemets. Regardez cette histoire de réforme territoriale. On la sort du sac au mois de mars, tout d'un coup, réforme territoriale, et puis, de toute façon, 65% des gens sont d'accord avec nous. Ok, donc on la ferme, on dit, oh là là. Et puis, alors le débat, il est très rikiki, mais les sondages en avril, c'est 60, en mai, c'est 55, et hier, dans Le Monde, en toute petite, alors cette fois, ils annoncent que la majorité des Français est contre cette réforme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat. Nous, on en a un peu parlé, mais quid à la télé, quid... Mais quand même, les gens ont leur quant à soi, ils raisonnent et tout. Donc voilà, mais c'est très difficile à sentir ça, ces choses en même temps intéressantes et nouvelles dans un univers dur. Comment on réagit quand vous titrez une de vos chroniques, Jérôme Leroy, tu défiles pour Dior ou pour les sans-papiers, en faisant allusion à Julie Gaillet et Valérie Trierweiler, qui n'ont défilé ni pour Dior ni pour les sans-papiers, mais enfin qui ont plutôt défilé pour... Alors c'était où? C'était à la première des Césars et c'était un défilé Dior. Il n'y avait personne pour les sans-papiers et personne pour je ne sais plus quelle manifestation de type. Oui. Je mélange les pinceaux, mais bon, on a compris l'esprit. Oui. Et c'est quoi la question en fait? Comment c'est perçu et qu'est-ce que tu attends des lecteurs en disant ça? Non, mais moi ça m'a fait beaucoup rigoler. Ce que je veux, c'est, enfin, la plupart du temps, enfin, on peut pas être non plus drôle toutes les semaines. Ce que je veux, c'est essayer en tout cas de provoquer un sourire parfois. Bon, ça gagné. Bon. Mais c'est pas forcément évident. C'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. C'est sûr. Non, mais ça, c'est plus généralement. Et puis effectivement de provoquer une vision un peu décalée, c'est-à-dire que ce qui n'empêche pas que et puis surtout de pas se prendre trop au sérieux, justement, de pas être dans la posture de l'intellectuel, justement. C'est assez étonnant que Sartre a passé sa vie à dénoncer les gens qui se prenaient pour ce qu'ils étaient, enfin à être trop parfaitement ce qu'ils étaient, et justement c'est devenu la figure de l'intellectuel. Il y a quelque chose qui m'est venu en écoutant un peu les interventions des uns et des autres, quelque chose qui m'est venu à l'idée, c'est que je me demande si la disparition de la figure de l'intellectuel, elle n'a pas eu une précipitation accélérée en 2005, au moment du référendum. J'ai pensé à ça quand tu as parlé de la réforme territoriale qui est venue. C'est-à-dire que quand même, il faut bien voir qu'en 2005, on a eu l'ensemble des élites politico-médiatiques qui nous ont expliqué que c'était forcément oui. En fait, le référendum était une formalité. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que émergent au même moment les blogs sur Internet. C'est là que ça commence. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, un blog vedette a été un prof de maths du sud de la France, qui avait tranquillement dans son côté lu le traité, et qui a commencé sur son blog à le décortiquer, et qui s'est retrouvé avec des milliers et des milliers de visites. Et alors, moi, j'en ai un souvenir assez... Alors, pas la suite des opérations sur le plan politique, parce qu'on s'est quand même bien blindé en 2007, mais le moment 2005, si je puis dire, est pour moi un moment où on a vu des paroles officielles totalement discréditées, qui s'auto-discréditaient, parce que plus ça allait, plus j'étais hargneux, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi en gros je lisais Le Monde, c'est là que j'ai arrêté de lire Le Monde à peu près, je lisais Le Monde tous les jours comme quelqu'un d'appliqué, je me faisais insulter tous les jours.
Mais c'était, quand je dis insulter, c'est vraiment ça. En gros, j'étais un populiste, xénophobe, nationaliste, sous-diplômé et probablement consanguin. Voilà, mais à la fin, c'était de ce ton-là. Mais je me souviens d'un truc hallucinant. Il y a un spécialiste des religions qu'on voit régulièrement à la télé, qui écrit dans Figaro, qui s'appelle Odon Vallée, qui est un des grands spécialistes des religions, et Jean-Paul II est mort à ce moment-là. Et il a osé dire, mais je l'ai entendu, je l'ai parlé au moment de la mort de Jean-Paul II, peu de temps avant l'élection. Oui, eh bien, ceux qui sont pour le non, là, ils feraient bien beaucoup de peine à ce pape qui a pensé une autre Europe. Voilà où on en était arrivé. Voilà où on en était arrivé. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a eu cette espèce de discrédit, mais autre chose est apparue. Et moi, je ne me souviens plus du nom de ce prof de maths, mais c'était une espèce de pionnier qui avait comme ça, le type, tranquillement, il rentrait de ses cours le soir, il décortiquait le traité, il disait, ben voilà, on nous raconte des conneries là, là et là, et ça commence à être repris par la presse, et ça a été, voilà. Donc, encore une fois, Internet, ça peut être l'horreur, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être aussi une façon, en fait, un nouveau moyen de susciter un débat, et surtout une prise de parole à nouveau collective et qui, justement, évite la figure de l'intellectuel organique. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Alors, je vous remercie. Merci à vous. C'était très intéressant. Je vous donne rendez-vous, je ne me trompe pas, j'espère, le 17. Ça n'est plus un mardi de la formation, parce que le 17, c'est un mardi quand même. Ce ne sera pas un mardi de la faux. Nous allons présenter 2 livres de journalistes, encore. Hervé Leroy, qui est en face de moi, qui a écrit « Femme d'exception en Nord-Pas-de-Calais ». Alors, c'est une série de portraits, je ne vais pas en parler ici, mais ça commence par Denise Glaser. Pardon, la couverture, oui, c'est parce que je pense tout le temps à l'écran. Il va m'attraper, le réalisateur, plus tard. Pas grave, je paierai une bière. Voilà, ça commence par Denise Glaser. Il y a aussi, qui est de la région, une grande dame, absolument, qui a été laissée pour compte. Il y a un petit documentaire. Martin Desrobaux, voilà. Et puis, voilà. Et puis un livre écrit par Gérard Rouy, avec l'appareil photo juste en face de moi. Gérard Rouy est un spécialiste et un passionné de jazz. C'est un livre qui est écrit en anglais, je ne l'ai pas encore lu. Brosman, We thought we could change the world. Ça nous rappelle quelque chose tout à l'heure. Nous voulons changer le monde, nous pouvons changer le monde. Nous pensions que nous pouvons changer le monde. Il paraît que les athéologues ne peuvent plus le faire aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire en termes de conclusion. Nous en parlerons de façon beaucoup plus détaillée. Le 17, ce sera au Club de la Presse, c'est-à-dire dans les locaux de l'école de journalisme, rue Côtier-de-Châtillon, à 18h, 18h30. Venez à 18h, il y aura un coup à boire.